Bonjour, bonsoir les Nakama, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans les blablas du manga, dans ce tout premier podcast audio guide dédié à l'univers incroyable de One Piece. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'analyse de la couverture du chapitre 470. Préparez-vous à découvrir les secrets cachés, les références subtiles et des théories fascinantes qui entourent cette couverture emblématique. Que vous soyez un fan de la première heure ou un récent Nakama, cet audio guide vous montrera une autre approche de l'univers de One Piece. Donc installez-vous confortablement, suivez le guide et c'est parti pour le générique. Avant toute chose, pour comprendre un tant soit peu cet audio guide, il faut remplir deux conditions. La première, bien sûr, c'est d'avoir lu ou regardé l'arc Skypiea avec Ener. Et le deuxième point, spoiler alerte, attention, je vais faire référence à un événement qui est arrivé dans le dernier arc, dans l'arc actuel Egghead. Un personnage nous donne une info très importante qui fait référence à cette couverture. Du coup, pour ce premier audio guide, nous allons nous attarder sur un personnage très important de l'univers de One Piece. Je parle bien sûr de Ener. Je ne vais pas m'attarder sur ce qu'il a dit dans l'arc Skypiea, mais plutôt sur les couvertures des chapitres. Petite info pour les Animonly, au début de chaque chapitre, Oda nous dessine des mini-aventures. C'est l'histoire de personnages secondaires, comme Ochi, Buggy. On peut voir également ce que sont devenus certains personnages. Un gros big up à mon gars sûr, Mr. Two, alias Bon Clay, qu'on apprend grâce à ces mini-aventures qu'il est encore en vie. Oda fait une longue série sur Ener qui s'intitule Ener et la conquête de l'espace, qui commence au chapitre 428 et finit au chapitre 474. Et c'est là les amis que ce podcast devient interactif, cela devient un audio guide. Donc je vous invite à soit prendre votre tome 48, soit aller tout simplement sur internet, sur Google ou votre meilleur moteur de recherche, taper couverture One Piece du chapitre 470 et nous allons la décrypter ensemble. C'est la couverture du chapitre qui a pour titre Oz versus les chapeaux de paille. Nous sommes sur un joli climax de l'arc Thriller Bark, juste avant l'arrivée de Nightmare Luffy. Nous voilà devant cette couverture, qui est la 35e partie des mini-aventures d'Ener, qui s'appelle, d'après la peinture murale, un peuple ailé aurait habité la lune autrefois. Et on y voit Ener, accompagné de petits soldats bioniques, robotiques. Retenez bien ces petits bonhommes, je vais vous en parler dans une théorie de l'été. Il fait face à une fresque de hiéroglyphes Maya. Le pauvre Ener a l'air de n'y rien comprendre. Et moi aussi, la première fois que je l'ai vue. Mais elle regorge d'indices et l'histoire qu'elle raconte est très très intéressante. Pour commencer, on va découper la couverture en 3 parties. Le premier, c'est le rond qui représente la lune. En 2, les personnages. Et en 3, le petit dessin, le petit complément
qu'il y a en bas à gauche. On s'attaque au premier point. On peut comprendre grâce au dessin que les habitants de la Lune ont réussi à la coloniser. On y voit même une plateforme sous les pieds du personnage de gauche. Au-dessus des deux autres à droite, on pourrait croire à première vue que c'est une sorte de lampe, vu qu'il se trouve dans ce qui semble être un laboratoire. Mais c'est bien une représentation de la Mother Flame que nous voyons. Oda nous montre l'avancée technologique que pouvaient avoir les Lunariens avec la confection de robots, mais aussi leur source d'énergie. Passons à notre point numéro 2. Les habitants de la Lune, les Lunariens. On peut y voir de prime abord qu'il y a 3 types d'espèces différentes, ayant chacun un look et un physique bien distincts. Et je ne prends pas en compte les 3 petits bonhommes avec leurs lances, car ce ne sont pas des personnes vivantes, mais des petits robots. Comme je vous l'ai dit plus tôt, il y aura une théorie de l'été réservée à ces petits personnages, car leur histoire est intéressante et elle mérite d'être étudiée et théorisée. Commençons par le personnage de droite. Il est plutôt bien habillé, il a une tenue colorée et des bracelets. Mais il a 2 caractéristiques très intéressantes. Le premier, c'est son tatouage sur la figure. Il est du côté gauche, comme un certain dragon, comme par hasard. Mais ce mot n'existe pas avec Oda, et vous le savez très bien. Donc je soupçonne un lien, mais pas un lien de parenté, mais plus un lien d'idées, voire un lien sentimental. La mère de Luffy peut être un membre de cette ancienne civilisation. Mais une théorie en a plus le nôtre. Je m'arrête là sur ce sujet. Et passons à la deuxième particularité de notre ami. Et je parle bien sûr de son 3e œil. Je pensais au début que c'était juste la décoration d'un casque, mais avec du recul, il y a de fortes chances que ce soit la représentation des ancêtres de Pudding. Ce serait pour cette raison qu'elle aurait la capacité de lire les poneglyphes, en étant la descendante directe des créateurs de poneglyphes. Et vu que ce sont eux qui confectionnent les robots, je pense que c'était les scientifiques de l'équipe. Et ça serait pour cette raison également que la race dont elle est issue est à la limite de l'extinction, car le gouvernement mondial s'efforce à effacer tout lien en rapport avec le siècle oublié, jusqu'à exterminer des populations entières et dans notre cas, les créateurs des poneglyphes. On en apprend des choses juste avec une couverture, et là, ce n'est que le début. Passons au personnage central. Il y a un détail de fou qui montre que c'est le boss. En plus d'être celui avec les plus jolis ornements, plusieurs bracelets par bras, un joli casque. Mais regardez bien, c'est le seul à porter des chaussures. Le seul. Puis, il a l'air de donner des instructions, ou plutôt la mauvaise nouvelle. Je vous expliquerai la nuance plus tard. Vu la forme de ses ailes, je pense que ce dessin représente les ancêtres de King, et ça expliquerait ce qu'il a sur la tête, soit peut-être un casque militaire. Donc, en plus d'être la faction combattante, ils étaient vraisemblablement la race dirigeante. On va finir avec le dernier personnage. Tout d'abord, vu la pauvre qualité de ses vêtements, malheureusement, il doit être en bas de l'échelle sociale. Il n'a pas de bijoux,
ni de vêtements colorés, ni de chaussures, et sa tenue est des plus basiques. Même chez les dieux, tu as quand même besoin de personnel pour les basses besognes. Selon moi, ce personnage est la représentation d'un mélange de différentes races. Tout d'abord, les deux boules au-dessus de leur tête me font penser aux habitants de Scapia. Puis, un autre détail très intéressant, c'est les petites boucles derrière sa tête. Et là, je pense fortement que ces deux petites boucles représentent des oreilles de lapin. Du coup, on aurait une représentation des Minx. Et ça serait pour cette raison que les Minx auraient un lien très fort avec la lune. On a fait le tour des principaux personnages, mais avant d'attaquer le dernier chapitre de cet audio guide, faisons un point sur ce que nous venons d'analyser. Donc nous voyons qu'Ener est finalement en face d'une fresque qui retrace les derniers instants des lunariens sur la Lune. En plus d'y voir leur technologie avancée, on peut également distinguer les différentes races ainsi que leur classe sociale. Les Bilkans, les ancêtres de King, étaient les chefs et guerriers, suivis des scientifiques avec les ancêtres de Pudding, puis on finit par les Minx et les habitants de Skypia, qui sont au plus bas de l'échelle. Mais c'est ce qui les a éventuellement sauvés de l'extinction. Car les seules races en voie d'extinction sont les deux premières, puisque pour effacer toute trace du siècle oublié, le gouvernement a éradiqué les forces dirigeantes et la partie scientifique. Le personnage central, il lève sa main gauche face au scientifique comme pour lui dire stop, et de son autre main, il pointe vers la zone en bas, à gauche de la fresque. Notre scientifique, le tatoué, lui, tient de sa main droite un de ses outils, et de son autre main, pointe également vers la zone en bas à gauche. Et notre dernier personnage, qui est tout à gauche, lui, tient de sa main droite ce qui, pour moi, ressemble fortement à un fruit du démon. Quand je vois ces petites formes ondulées, là, mon esprit ne fait qu'un tour. Et de son autre main, lui aussi, montre ce qui est en bas à gauche. Donc chaque personnage pointe au moins une de ses mains en direction de la même zone, leur future destination, la Terre. Au final, on peut comprendre que la partie la plus importante de cette fresque n'est pas les personnages ni l'environnement, mais la destination, l'endroit que tous les personnages montrent de leurs mains. Et on comprend que la représentation de la Terre est l'élément le plus important de cette fresque. Donc on entame cette dernière partie de l'audio guide. On a beau se dire que cette zone représente la Terre, mais je vais être franc avec vous, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qui était exactement représenté. Mais vous allez voir que finalement, Oda nous a sorti l'une de ses plus belles masterclass. Je vais analyser ces dernières parties de bas en haut. Donc, les petites ondulations que l'on voit d'en bas représentent la mer. Nous avons 3 petits ronds noirs, ce qui pour moi représente des îles de terre. Vous allez voir pourquoi je le précise. Au-dessus de ces îles, il y a une montagne, une très très grande montagne, car elle monte au-dessus des nuages. Et les nuages sont représentés par la bande rectangulaire blanche. Et à droite de cette bande blanche, il y a 3 ronds blancs, ce qui représente des îles dans le ciel, des îles de nuages, les îles célestes. Donc, rien qu'avec ça, on nous montre la topographie de la Terre. Des îles au niveau de la mer, une grande montagne
en face et même des îles présentes dans le ciel. À gauche de la montagne, on voit l'avant d'une tête. Et il y a de fortes chances que sur le reste de la fresque, la multitude de races présentes sur Terre peut y être représentée. Au passage, si vous faites la différence de taille entre le personnage qu'on voit au niveau de la Terre et les petits bonhommes, ils ont la même taille. Donc Oda montre déjà la différence de taille qu'il peut y avoir entre les habitants de la Lune et un habitant de la Terre. On a pu le voir même sur le dernier arc avec Kaido, que King est bien plus grand que Zoro. Donc cette différence de taille, Oda nous l'avait déjà montré. Petit détail, on peut voir que la personne représentée sur Terre ne sourit pas. Vous allez me dire que les autres ne sourient pas non plus, mais les Lunariens viennent de prendre la décision de quitter leur terre natale. Donc voilà la raison de leur triste tête. Donc, pourquoi faire la même expression sur un habitant de la Terre ? Peut-être qu'ils avaient déjà un aperçu d'une différence de traitement entre les races. Et celle que l'on voit, peut-être, représente un boucanier. Et juste en haut à droite de la représentation de la Terre, il y a ce mélange de formes. J'ai longtemps, mais vraiment très très longtemps cogité sur ce que pouvait représenter cette chose. Mais dans toute bonne carte, il y a une rose des vents. Et l'ensemble de formes que vous voyez est la rose des vents qui représente la Terre. Mais sur cette rose des vents, ils ont repris deux éléments présents sur la partie basse. Ils ont repris les îles et la montagne. Donc on peut comprendre que la Terre est constituée d'un ensemble de plusieurs îles qui est séparée par 4 grandes montagnes. Et vous l'aurez deviné, ces montagnes sont en fait Grand Line et ce qui devait y avoir à la place de Red Line. À partir de ce moment, il y a plein de points qui se remettent en place. Premièrement, les noms des océans. Si on en a 4, c'est qu'à l'époque, le monde était physiquement divisé en 4. Nord, Est, Est, Ouest. Puis, on reprend sur ce qu'a dit Vegapunk récemment sur les derniers chapitres. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, Vegapunk a annoncé qu'il y a déjà eu dans l'histoire de l'humanité une montée de eau de 200 mètres. Donc, en détruisant cette partie de la montagne qui a laissé place à Red Line, il y a eu cette fameuse montée des eaux. Donc cette fresque nous montre que le monde de One Piece n'était pas comme celui que l'on connaît actuellement. Mais il reste encore quelques incertitudes sur la représentation de la Terre. Car le rond central est noir, comme les îles. Et l'on peut voir que toutes les montagnes partent de cette île. Elle serait l'île centrale de la Terre. Donc, je me demande si Oda nous aurait pas représenté l'Ostel, l'île au centre du monde. Donc, j'espère que vous vous rendez bien compte de la masterclass que Oda vient de nous faire. Sachez que le chapitre était sorti en septembre 2007. Et c'est que maintenant, en 2024, que nous commençons à comprendre sa couverture. Et le plus impressionnant, c'est que dans cette couverture, il a réussi à mettre la genèse de son histoire. La base, le début de la piraterie a commencé avec ces personnages-là. La musique des vacances est lancée. On a pu analyser ensemble cette couverture qui
cachait pas mal d'infos. Si ça vous a plu, abonnez-vous pour être sûr de ne rien manquer, que ça soit les prochaines théories et les prochains audio guides ou les émissions à partir de la rentrée. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, histoire de répandre la parole des blabla jusqu'aux confins de la planète. Débattez à volonté et venez même en discuter sur les réseaux, Insta, voire Facebook. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances ou bon courage pour ceux qui taffent, force à vous. Merci de m'avoir écouté, c'était Nafou des blabla du manga. Ciao!